Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour partager ce moment de bonheur, de remise des diplômes. Donc merci à mes filleuls de m'avoir choisi. C'est un très grand honneur pour moi et ça me fait une occasion de vous voir. Donc c'est génial. Alors, je ne vais pas faire un grand discours, je vais juste essayer de vous présenter 2-3 idées qui vont peut-être contribuer à ce que je sois choisi comme parrain de cette promo. Alors, au risque de gâcher un peu cette cérémonie, je voudrais quand même qu'on commence à s'interroger sur la situation industrielle de la France. Alors, je suis allé sur le site de l'INSEE et je suis allé chercher quelques chiffres de la situation industrielle en France. Et puis, ce n'est pas très encourageant, puisque en 16 ans, on a perdu 1 million d'emplois industriels dans notre pays. On a gagné 3 millions de chômeurs. Et puis surtout, notre balance des échanges de produits manufacturés avec les pays étrangers a chuté. On était positif en 2000 et on perd 3 milliards de produits manufacturés en échange avec les pays... il faut que je reste dans la caméra. Okay. Ah ok. Ah oui, mais on ne me dit rien. Donc on a perdu, on perd 3 milliards de balance commerciale avec les pays extérieurs. Donc ça veut dire qu'on ne fabrique plus nos produits. Et ça veut dire qu'on n'a pas su utiliser les ressources qu'on avait libérées du fait de nos gains de productivité, on va en parler de la productivité, pour créer d'autres activités à valeur ajoutée. Donc si on extrapole, je ne sais pas trop bien où on va finir. Alors pendant ce temps-là, depuis 2000, on a fait du lean management dans toutes nos entreprises. On a eu une espèce de frénésie de lean dans toutes nos entreprises. Force est de constater que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Alors je ne dis pas que le lean a causé cette situation, je dis juste que le lean n'a pas empêché cette situation. Est-ce que je parle de l'explosion des TMS, des troubles musculo-squelettiques qui ont été consécutifs aux démarches lean en France? Est-ce que je parle des vagues de suicides qui sont directement reliées à des démarches lean dans nos entreprises? Chez France Télécom, à La Poste, chez Peugeot à Sochaux? Non, je ne vais pas en parler, c'est un jour de fête. On a raté quelque chose avec le lean. Heureusement, il y a quelques établissements en France, dont l'INSA de Rennes, dont l'UTT, qui réagissent, qui s'offusquent de cette situation et qui essaient justement de former de nouveaux managers lean qui auront compris ce qu'est le vrai lean, ce qu'est la vraie excellence opérationnelle, qui est tout sauf un attirail de réduction des coûts. Nos industriels français n'ont vu dans ces nouvelles approches qu'une nouvelle façon de réduire leurs coûts. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas eu les résultats qu'on attendait. Alors, pour comprendre cette situation, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à quitter ce paradigme de réduction des coûts? Regardons un peu dans le passé. Regardons d'où nous venons pour comprendre où on est. Alors, on va faire une petite évolution de l'offre et de la demande. Donc, on est passé d'une période après-guerre qu'on a appelée les 30 glorieuses, de pénurie, où la demande était largement supérieure à la demande, et donc où le mot d'ordre était justement la productivité. Puisque la demande était abondante, il fallait produire, on savait que tout ce qui allait être produit allait être vendu. Alors à cette époque, il y avait un penseur que j'admire, qui s'appelle Jean Fourastier. C'est lui qui a défini ce qu'était la productivité. C'est lui également qui a fait le lien direct entre la productivité et le coût de revient de nos produits. Et c'est lui également qui a fait le lien entre la productivité et la qualité de vie des citoyens. Donc on avait comme ça une espèce de corpus qui était assez cohérent et qui a permis aux pays de se développer, aux entreprises de se développer et à tout le monde de bien vivre. Donc c'était parfait. Et donc c'est là, à cette époque, qu'ont été élaborées nos règles de gestion, nos règles de management et nos règles de comptabilité analytique. D'accord ? Ensuite, on a traversé une période que j'appelle les 30 glorieuses. Alors là, c'est un régime plutôt transitoire, on commence à osciller. Là, on se demande à se demander qu'est-ce que vont attendre nos produits, nos clients, nos produits, puisque l'offre et la demande s'équilibrent, donc il faut qu'on commence à se différencier de nos concurrents.
Et on va le faire par la différenciation produit. Donc ce qui limitait la performance, c'était la conception, notre aptitude à concevoir les produits qui allaient correspondre aux attentes de nos clients. Et puis aujourd'hui, c'est ce que j'appelle les vins périlleuses, parce que je pense que ça ne va pas durer aussi longtemps que la TVA. Les vins périlleuses, c'est la période qu'on est en train de traverser, où la demande est largement inférieure à l'offre. Si je mets bout à bout toutes les capacités de production de mes usines, je peux satisfaire 4 planètes solvables. Donc là, on est en plein régime turbulent. Turbulent, ça veut dire qu'on ne sait plus modéliser, on ne sait plus mettre en équation. Il faut juste essayer de naviguer dans la turbulence. Et puis, ce qui est rare, c'est le client aujourd'hui, c'est plus le produit. Donc, ce qu'il faut favoriser, ce qu'il faut choyer, c'est le client. Et il faut qu'on oriente toutes nos actions d'amélioration vers le client. Alors là, ce qu'on appelle le mot d'ordre pour naviguer dans la turbulence, c'est l'agilité. L'agilité qui va recouvrir notre aptitude à satisfaire le client rapidement et notre aptitude à réagir aux perturbations. Alors le problème, c'est que nous entrons dans ce nouveau monde de turbulence avec tout notre background hérité des 30 Glorieuses. Ça veut dire qu'on essaye d'aborder ce nouveau monde avec nos outils, avec nos règles de gestion, avec nos logiciels, avec nos ERP, qui ont été élaborés dans les années 90, qui étaient faits pour l'ancien monde. Et on n'y arrive pas. Et moins on y arrive, plus on pousse le manche à balai pour essayer de se dire, pourtant cette martingale marchait avant, pourquoi elle ne marche plus? Donc on se dit, c'est la crise, et on va attendre que la crise se termine, que tout redevienne comme avant. Plus rien ne redeviendra jamais comme avant. Alors, au niveau de nos entreprises, ça s'est traduit, cette approche cloisonnée des organisations et cette approche productiviste, par ce qu'on appelle l'approche en silo. C'est-à-dire qu'on a identifié tout un tas de fonctions, on a défini tout un tas d'objectifs à ces fonctions. En général, c'est le coût d'obtention de la fonction qui nous intéresse. Et donc, on va demander aux responsables de maximiser leurs indicateurs locaux, leurs indicateurs individuels. Donc, on va dire à l'homme de production, il faut que tu réduises tes coûts de production. À l'homme de la logistique, il faut que tu réduises tes coûts de transport. À l'homme des achats, il faut que tu réduises tes coûts d'achat. Voilà. Un message enthousiaste, enthousiasmant. Alors tout le monde va y arriver, on va mettre nos indicateurs, on va utiliser les technologies de l'information pour fabriquer des indicateurs dans tous les sens. Et ça va nous permettre de fabriquer le coût de revient unitaire de nos produits. Et donc, plus on va s'améliorer, plus on va réduire notre coût de revient unitaire du produit. Voilà, c'est simple, mathématiquement c'est juste mathématiquement, mais c'est une grosse bêtise. La grosse bêtise, c'est que plus personne ne voit la finalité de notre système. Plus personne ne voit la transversalité. On est tous aveuglés par notre indicateur local. Et on fait n'importe quoi. La seule façon d'améliorer un système ainsi cloisonné, ainsi découpé en morceaux, c'est de réduire localement tous les coûts. Il n'y a pas d'autre façon d'améliorer ce système que de réduire localement tous les coûts. Et donc toutes les techniques de l'excellence opérationnelle, du Lean, de Six Sigma, de la théorie des contraintes, ont été utilisées justement pour réduire localement tous les coûts. D'où les horreurs que l'on a commises à cause de ça. Alors si on monte un peu plus loin, ce mode de pensée, donc, qui réduit le tout à la somme de ses parties, on l'hérite de Descartes. Descartes nous disait que pour résoudre un problème, comme on ne sait pas l'aborder dans sa globalité, il faut le découper en tout petits problèmes indépendants, en ayant bien pris soin de dire toutes choses égales par ailleurs. Donc ce que je vais faire ici, ça n'aura pas d'incidence sur le reste. Et donc chacun va examiner au microscope son petit morceau de problème en se disant moi je fais bien mon travail, si tout le monde fait pareil, ça devrait bien marcher. Alors ça a eu marché, mais ça ne marche plus, et ça ne marchera plus. Donc voilà un peu, ça c'est un de mes élèves qui m'avait transmis cette photo. Voilà une illustration que je trouve sympathique de notre situation. Donc chacun essaye de se fabriquer sa petite barque en découpant le bateau global. Ça va, je ne vous pompe pas trop le moral? Et donc on rentre dans cette espèce de logique dévastatrice du coût de revient. À partir du moment où on a considéré que la performance globale de notre entreprise, de notre organisation, était la somme des performances locales,
Eh bien voilà dans quel cercle vicieux on va rentrer. On va se dire, comme mot d'ordre, il faut réduire nos coûts de revient unitaires. Je pense que dans vos entreprises, c'est ce que vous entendez tous les jours. Et puis chaque année, il faut les réduire un peu plus. Jusqu'à quand? Alors pour réduire ça, dans l'industrie, on connaît les recettes. Il faut augmenter nos lots de fabrication, il faut augmenter nos lots d'achat, il faut augmenter nos lots de transport pour réduire localement tous ces coûts. Il faut réduire la main-d'œuvre. J'ai un ami qui était responsable ligne, il a démissionné dans une entreprise. On lui demandait dans son reporting de mettre un équivalent ETP à chaque action d'amélioration continue. Eh oui. Il a démissionné. Et puis, bien sûr, la délocalisation. Oui, il vaut mieux acheter à l'extérieur quand c'est là où c'est moins cher. Donc voilà ce qu'on fait couramment dans nos entreprises. Effectivement, ça a des impacts sur nos indicateurs locaux. On va bien améliorer nos indicateurs locaux. Par contre, on va dégrader les deux dimensions de l'agilité dont je vous ai parlé tout à l'heure, notre aptitude à réagir et notre aptitude à satisfaire le client. Du coup, comme on est plus réactif, c'est complètement paradoxal, on amplifie l'obligation d'inscrire nos décisions d'après des prévisions, puisqu'on allonge quand je délocalise, j'allonge mes circuits logistiques, donc je dois repousser mon horizon de prévision, alors qu'on n'est plus du tout dans un monde prévisible. C'est fini les prévisions. RIP les prévisions. Et puis donc ça va avoir quoi comme conséquence? On va avoir des stocks d'invendus si on a prévu trop. On va rater des ventes, alors que ce qui est rare, c'est le marché. Donc on va rater des ventes parce qu'on n'a pas prévu assez. Ça c'est l'erreur fatale. On va créer de la non-satisfaction chez nos clients, et puis surtout, on va faire exploser notre besoin en fonds de roulement. Donc l'argent qui dort. Du coup, on dégrade notre performance globale. Et comme on dégrade notre performance globale, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien voilà. La boucle, la spirale dévastatrice du coût de revient, on resserre encore un tour de vis. Donc on dit, on n'a pas fait une bonne année, il faut encore réduire nos coûts. Allez les gars, courage. Encore un petit tour de roue. Voilà, donc on marche sur la tête dans nos entreprises. On va dans le mur. Alors moi, ce que je pense, c'est que... Alors ça, c'est l'approche analytique... je sors encore de la caméra. C'est l'approche analytique cartésienne. Il y a une école de pensée... Je suis bon au niveau timing? 5 minutes? Ouais, c'est bon. Il y a une école de pensée qui est beaucoup plus récente. Descartes, c'était 1637. C'est l'école de la systémique, qui date des années 50. Donc les premiers travaux ont été publiés au MIT dans les années 50. Alors les systémiciens nous disent tout est système, un être humain est un système, une école d'ingénieurs est un système, une ville est un système, une entreprise est un système. Et donc on va faire émerger les propriétés, des caractéristiques de ce système. Alors j'aime bien la définition de Joël de René qui nous dit qu'un système c'est des éléments d'interaction dynamique structurés en fonction d'un objectif. Pas une infinité d'indicateurs, un objectif. Et puis il y a deux principes forts, la synergie, qui nous dit que le tout est plus que la somme des parties, et la totalité, qui nous dit que la somme des optimums locaux n'aboutit pas à l'optimum global. Voilà, en 2 secondes, la systémie. Donc l'idée, c'est d'aborder maintenant notre entreprise non plus comme une somme, une juxtaposition de silos, mais comme un système, et se demander quelle est la finalité de ce système. La finalité de ce système, elle est simple, c'est de transformer des éléments achetés en éléments vendus. Voilà. En échange de mes éléments vendus, je reçois de l'argent. En échange de mes éléments achetés, j'ai des dépenses. Pour faire tourner ce système, j'ai des ressources, j'ai des humains, j'ai des machines, j'ai des locaux qui me coûtent de l'argent, donc mes charges globales d'exploitation. Et donc, je vais faire ressortir ainsi, c'est tout bête, mais je fais ressortir une grandeur que tout le monde a oubliée dans nos entreprises, qui est la valeur ajoutée. Le but économique d'une entreprise, c'est de générer de la valeur ajoutée, donc de la différence entre ce que j'ai acheté et ce que j'ai vendu. Ce n'est pas de générer de la marge sur coût de revient. Donc, la valeur ajoutée, c'est la différence entre tout l'argent que j'ai encaissé et tout l'argent que j'ai décaissé. Et ma main-d'œuvre, directe, indirecte, je la globalise dans mes charges globales d'exploitation. Alors, pour aborder la dynamique de ce système, j'avais eu l'idée de proposer l'analogie du tuyau, avec des caractéristiques que tout le monde peut comprendre. Une section, quelle est ma capacité de débit, de valeur ajoutée, une longueur, combien de temps je mets à transformer mes éléments d'entrée en éléments de sortie,
des fuites, quelles sont mes imperfections, quels sont mes rebuts, quels sont mes loupés, quels sont mes retards. Donc, voilà, qu'est-ce qui ne va pas bien dans ce tuyau. Et puis l'épaisseur qui va représenter justement les ressources de ce tuyau. Et donc, Xavier présentait, donc je remercie mon indicateur PIG, Performance Interactionnelle Globale. C'est l'agrégation en fait de ces 4 caractéristiques de mon tuyau. Alors, je vais très vite là-dessus, hein, ce n'est pas trop l'objet aujourd'hui. Ensuite, si on veut améliorer ce système, hein, on est bien dans ce but d'amélioration du système, on ne va pas le découper en rondelles, on va plutôt regarder ces processus. Et la bonne nouvelle, c'est que toute entreprise peut être vue à travers 5 processus. Toutes vos entreprises peuvent être vues à travers 5 processus universels, qui sont la vente, les achats, la conception, la production, la logistique. Donc ces processus transforment à leur tour des éléments d'entrée en éléments de sortie. Oui. Donc à leur tour, on peut les comparer à des tuyaux. Et à leur tour, on peut définir leurs caractéristiques, longueur, section, fuite, épaisseur. Et donc l'idée, c'est de se demander, plutôt que d'améliorer chaque silo indépendamment, quelle est la caractéristique de quel processus qui va avoir le meilleur impact sur la performance globale. Ça doit être ça la seule obsession d'une démarche d'amélioration continue, améliorer la performance globale. Et ensuite, les actions, donc ce qu'on a enseigné pendant cette année, les actions d'amélioration, donc la théorie des contraintes, le Lean ou le Six Sigma vont trouver leur place tout naturellement dans n'importe lequel de ces processus. Mais pas pour les améliorer en tant que tels, pour améliorer le global. Voilà un peu le message que j'ai raconté à mes élèves, alors, pas en 10 minutes, en 4 jours, hein, on a passé 4 jours ensemble. J'en profite pour vous dire que c'était vraiment 4 jours d'échange passionnants avec vous et que j'ai passé un bon moment. Un petit peu de cirage de... Non mais c'est vrai en plus, hein, vous le savez. Alors la boucle vertueuse, alors j'ai fait une diapo ce matin dans le train spécialement pour vous, parce que toutes ces diapos, vous les avez vues bien sûr. Donc, je vous en ai fait une nouvelle dans le train ce matin. Donc voici un peu la situation initiale d'une entreprise au niveau du coût de son produit. Donc on a des achats, on a notre création de valeur ajoutée pour le client, et puis on va voir ce qu'on appelle les gaspillages dans le jargon Lean. Ça va me donner le coût total. Et puis donc j'ai un certain prix de vente et je vais en déduire la marge. Alors quand on fait du mauvais Lean, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire les gaspillages, mais on va en profiter pour augmenter la marge. C'est-à-dire qu'on ne va pas augmenter la valeur qu'on a créée chez le client. Ça, ce n'est pas du Lean, c'est du cost killing. Le vrai Lean, en fait, il va rester à marge constante et il va augmenter la valeur créée chez le client. La seule obsession, c'est de créer de la valeur pour le client, pas uniquement pour l'actionnaire. Aujourd'hui, le Lean n'a créé de la valeur que pour l'actionnaire. En fait, on doit créer de la valeur pour l'actionnaire, pour le client et pour les salariés. Ne les oublions pas. C'est eux qui créent la valeur pour tout le monde. Et puis, si on va encore plus loin, si on combine TOC, Lean et Six Sigma, eh bien, là, on va rentrer dans un autre univers. On va pouvoir rentrer dans le paradigme de ne plus être les moins chers. On va pouvoir se permettre d'être plus cher que nos concurrents. Si je suis meilleur que mes concurrents, je peux me permettre d'être plus cher qu'eux. Donc il faut vraiment sortir de ce cercle vicieux du moins-disant, toujours vouloir être le moins cher, mais plutôt rentrer dans la boucle vertueuse de l'excellence en se demandant comment je fais pour être le meilleur. Et quand on est le meilleur, on n'a plus besoin d'être le moins cher. Laissez la consolation d'être les moins chers aux médiocres. Pardon. Tiens, un petit sondage. Qui a un iPhone dans la poche dans cette salle? Est-ce que c'était le téléphone le moins cher? Non, c'était le meilleur. Voilà, c'est aussi bête que ça.